Bienvenue dans ces magazines produits par Nyota Magazine. Aujourd'hui, nous nous intéressons sur la question humanitaire et les relations que les journalistes entretiennent avec les organisations internationales et les ONG. Ainsi que nous nous sommes intéressés à une conférence organisée par l'Université catholique de Bukavu. Marie Ferrance, docteur en communication à l'Université libre de Bruxelles, a tenu une conférence sous le thème « Le journalisme en RDC ». Les relations entre les acteurs humanitaires et les journalistes congolais basés à Goma. Le résumé de sa recherche suppose que les journalistes et les acteurs humanitaires de la ville de Goma entretiennent une relation complexe. Cette relation a un impact sur l'affectivité des actions humanitaires. Signalons que cette activité s'est tenue au centre d'excellence campus de Bugabo. Marie Ferrance nous vient en détail. Alors, vous le savez sans doute, à Goma, il y a des acteurs internationaux par centaines, par milliers. Il y a également des journalistes. Et les acteurs humanitaires internationaux et les journalistes congolais sont en interaction, se côtoient de manière informelle ou formelle tous les jours. Ils collaborent notamment pour faire en sorte que l'action humanitaire soit effective et pour récolter des informations. Ils collaborent de diverses manières, on va le voir. Souvent, leurs objectifs sont tout à fait louables pour les humanitaires ou pour les journalistes. Mais on va le voir, parfois, les modalités d'interaction peuvent poser question. La façon dont ils travaillent ensemble peut susciter des questions. Notamment parce que les réalités professionnelles des acteurs humanitaires internationaux et des journalistes locaux sont très différentes. Que leurs réalités différentes conditionne la façon dont ils se regardent, dont ils s'apprécient. On ne va pas regarder un humanitaire international de la même façon si on est soi-même un acteur humanitaire international ou un journaliste local. Et ce que je soutiens dans ce papier, c'est qu'il est hyper important pour l'effectivité de l'aide humanitaire de tenir compte de la perception des acteurs humanitaires et des journalistes. Savoir ce que les uns pensent des autres va en fait beaucoup aider à faire avancer les choses, notamment sur le plan de l'action humanitaire. En termes de méthode, vous dire que cette recherche a été financée par le Fonds Croix-Rouge française. D'où mon angle sur l'effectivité de l'action humanitaire. D'habitude, ce n'est pas un prisme que je privilégie, je m'intéresse d'habitude plus à qui sont les journalistes humains. Mais là, si vous voulez, j'ai répondu à un appel qui portait sur l'effectivité de l'aide humanitaire, donc c'est comme ça qu'a pris forme ma recherche. Elle repose sur des entretiens menés avec des acteurs humanitaires internationaux et des journalistes congolais à Goma. J'ai choisi d'avoir un guide d'entretien, donc des questions similaires pour les deux sortes d'acteurs. Je leur demandais quels sont vos buts, comment vous voulez les atteindre, etc. J'étais experte dans les mêmes questions pour pouvoir voir justement comment ils voient leur réalité et où ça converge et où ça diverge. Je voulais comprendre le contexte des relations entre acteurs humanitaires et journalistes congolais, les buts poursuivis par les uns et les autres, les moyens que les uns et les autres mettaient en œuvre pour atteindre leur but, et la façon dont ils considéraient leur relation. Est-ce que les journalistes trouvent que la relation est bonne, constructive, etc. Idem pour les humanitaires. Et donc avec une question qui était « Quid du lien entre journalisme et effectivité de l'aide humanitaire à Goma ?» Alors, vous le savez beaucoup mieux que d'autres, mais c'est aussi une présentation que je donne en Europe et donc je dois situer les choses que vous savez, qu'à Goma, il y a beaucoup d'ONG humanitaires internationales, il y a plus de 200 ONG nationales, on parle de chiffres un peu datés, donc peut-être à mettre à jour. On parle aussi d'une ville qui est le siège de dizaines d'agences des Nations Unies et qui, bien sûr, compte sur son territoire de nombreux médias congolais. Alors, on l'a dit, les acteurs humanitaires internationaux et les journalistes locaux ont chacun leur réalité professionnelle très différente. C'est dans ces réalités professionnelles différentes que chacun se positionne, soit en tant qu'acteur humanitaire international, soit en tant que journaliste. Et c'est dans ces relations qu'ils adaptent leur façon de travailler. Et c'est cette adaptation qui m'intéresse en fait. Qu'est-ce que leur relation fait à l'action humanitaire, mais également au journalisme? De nouveau, je ne vous apprends sans doute rien. Me semble-t-il, vous me compléterez peut-être, et c'est une sorte de mes entretiens et d'autres études préalables, c'est que les journalistes
à Goma et de manière plus générale au Congo dans les médias locaux ont un contexte professionnel assez difficile, caractérisé par une précarité professionnelle, avec d'abord, revenons aux humanitaires, c'est comme ça que je l'ai présenté, les acteurs humanitaires internationaux, vous le savez aussi, ont souvent un contrat de travail tout à fait en bonne et due forme et un salaire tout à fait confortable. Contrairement aux journalistes congolais qui, eux, souvent vivent, en tout cas par rapport aux acteurs humanitaires internationaux, dans une relative précarité économique et professionnelle, avec des entreprises médiatiques, j'ai mis entreprises entre guillemets parce que ça veut dire qu'on est censé générer de l'argent. C'est parfois difficile pour les entreprises médiatiques de pouvoir générer de l'argent et donc de survivre. Les garanties d'emploi pour les journalistes ne sont pas évidentes. On est journaliste à côté, on est journaliste pendant un certain temps, on est journaliste, voilà. Les médias souvent manquent de ressources financières et de matériel. Le marché publicitaire qui pourrait venir en aide aux médias manque de régulation et est souvent désorganisé, donc ça n'est pas non plus la panacée pour ces médias. Les opérateurs économiques, ils choisissent souvent leur camp et donc il n'y en a pas beaucoup de monde. La gestion interne est parfois remarquable, parfois elle prête le flanc et donc elle ne permet pas à ces entreprises médiatiques de se développer en tant que telles. Les autorités publiques ont une tendance à privilégier des médias publics, la RTSC, par rapport aux médias privés, ou alors ils choisissent les médias privés qui les intéressent. Les conditions salariales et contractuelles des journalistes sont précaires et non réglementées. Tout ça pour dire finalement qu'entre la situation professionnelle des acteurs humanitaires internationaux et celle des journalistes congolais, il y a une grande asymétrie à la base. Et c'est une asymétrie qui va évidemment fonder leurs relations. Alors, toujours dans le contexte de la précarité, on peut aussi penser à la formation des journalistes. Tous ne sont pas formés et donc parfois confondent information et communication, etc. La liberté de la presse, vous le savez beaucoup mieux que moi ici, est souvent menacée et cet ensemble de choses mène aussi à une propension pour certains journalistes à l'autocensure pour être sûr de ne pas dépasser une ligne rouge qui n'est pas toujours édictée de façon claire mais qu'ils savent exister. Alors, de ce que j'ai observé dans les entretiens, c'est que les journalistes, ils ont quelques préjugés par rapport aux acteurs humanitaires internationaux, parce qu'ils les voient à Goma depuis longtemps, et parce qu'ils ont l'impression qu'on les voit beaucoup, mais qu'on ne voit pas beaucoup d'amélioration. Et donc, ils se demandent en fait à quoi ils servent ces acteurs humanitaires internationaux. Et donc, il y a, dans le contexte qui fonde leur relation, il y a cet a priori par rapport aux acteurs humanitaires internationaux. Voilà, ici on a une citation du directeur de Virunga Business Radio qui dit ben voilà, on voit ces humanitaires, on voit leurs beaux véhicules, ils vont dans les hôtels, ils vont boire des bières à $10, mais en fait depuis 20 ans ils font la même chose et ça sert à quoi finalement? Donc il le dit très bien. Alors ces préjugés, j'ai été interroger certains chargés de communication de certaines ONG humanitaires internationales et ils me disent oui c'est vrai, on se rend compte qu'il y a ces préjugés, on se rend compte qu'on est critiqué, mais on a peu de chargés de communication nous-mêmes parce que c'est pas la priorité en fait, c'est l'objet social, l'objet des acteurs humanitaires internationaux, c'est pas non plus de donner de l'information, ce qui est tout à fait juste aussi. Et ils disent, voilà, nous, la com, c'est pas la première chose qu'on veut faire. Donc, pour pouvoir lever ces préjugés, il faudrait plus de com. Et c'est pas notre priorité. Donc, on a peu de chargés de communication. Et quand ils sont là, ils doivent faire plein de choses, ces chargés de communication. Et peut-être que ça vient en dernier sur la liste. Il manque de temps et de moyens. Alors, le contexte, toujours de cette relation entre acteurs humanitaires internationaux et journalistes congolais, c'est aussi la radio, vous le savez, qui reste un média très privilégié par rapport à la télévision et à la presse écrite, dans un état fragile. Et donc, ce que me disaient certains journalistes à Goma, ils disent, mais voilà, ici, une des préoccupations majeures, c'est l'insécurité, et l'État ne nous permet pas de nous prémunir de cette insécurité. Et nous, en tant que journalistes, on a envie de jouer un rôle par rapport à cette insécurité. Donc, c'est pour ça aussi qu'on entre en relation avec des acteurs humanitaires. Eux, ils ont accès à ces informations, du fait même de leur action, du fait qu'ils vont sur le terrain, qu'ils ont des accès privilégiés, etc. Et donc, on souhaite, avec les radios, permettre
de transmettre ces informations. Et donc la radio est privilégiée par rapport à la télévision pour des questions évidentes. Tout le monde n'a pas la télévision, et par rapport à la presse écrite, de nouveau, parce que vous le savez, c'est aussi un média qui est moins privilégié. Alors donc, je vous disais qu'avec mon guide d'entretien, j'étais allée interroger les acteurs humanitaires internationaux et les journalistes congolais de Goma sur le contexte de relations, mais aussi sur les objectifs que les deux parties poursuivaient. Les acteurs humanitaires, de manière assez unanime, comme on dit, et de manière assez logique d'ailleurs, nous, notre but, en tant qu'acteurs humanitaires, quand on collabore avec les journalistes congolais, c'est faire connaître notre action. C'est notre unique but. Les journalistes, quand je leur demande, vous, quand vous travaillez ou quand vous entrez en relation avec les acteurs humanitaires internationaux, pourquoi est-ce que vous le faites? Ils m'ont répondu, pour collecter et partager l'information, pour assurer un rôle de liaison entre les acteurs humanitaires et la population du Nord Kivu, comme s'il y avait une sorte de gouffre entre les deux, de non-communication que les journalistes voulaient combler. On y reviendra. Ils veulent également engranger des bénéfices, et ceci n'est pas un gros mot, des bénéfices en termes d'information, donc ils veulent récolter des informations, des bénéfices en termes de réseau, je vais apprendre à connaître des gens, peut-être que je pourrais avoir une place quelque part, ou de meilleurs accès à l'information, et des bénéfices également en termes financiers. Parmi les objectifs déclarés par les journalistes, il y a donc une volonté de faire circuler les informations. Ils me disaient, nous on est à Goma, comment est-ce qu'on va faire pour aller au-delà de cette ville pour avoir accès aux informations? Eh bien, avoir des contacts avec les acteurs humanitaires internationaux est une façon d'avoir accès à cette information parce qu'ils ont des capacités de déplacement, ils ont un réseau de contacts et des moyens financiers pour nous faire accéder à cette information. J'ajoute, ce n'est pas marqué ici, qu'ils veulent aussi garantir une forme de sécurité lors des déplacements. Alors, je vous disais aussi que parmi les objectifs, les journalistes voulaient assurer un rôle de liaison entre les acteurs humanitaires et la population. Ils disent qu'on veut être des courroies de transmission entre vous, les acteurs humanitaires internationaux, et eux, la population bénéficiaire de l'aide. Ils veulent, pour certains en tout cas, produire des émissions durant lesquelles la population peut dire ce dont elle a besoin. Vraiment, pourrais-je ajouter pour certains journalistes qui disent mais parfois ils nous donnent des choses, mais ils font des choses, mais c'est pas de ça dont on a besoin là maintenant. Donc, des émissions au cours desquelles les Congolais peuvent exprimer des besoins et eux veulent relayer ces préoccupations auprès des acteurs humanitaires. Donc, ils jouent vraiment un rôle de transmission d'informations vers les humanitaires également. Voilà, ici je vous ai mis quelques exemples de citations de ces entretiens. Je vous donnerai encore une fois le PowerPoint. On a ici une journaliste qui dit pour parler à ces populations locales, il faut avoir des journalistes qui sont aussi locaux, qui disent ces gens-là, ils ne sont pas dangereux, ils viennent pour vous. Ça, c'est une chose, parce qu'il y a une méfiance aussi à l'égard de certains acteurs humanitaires internationaux, ou alors d'autres qui se disent on est sauvés, ils sont là. Et alors, cette journaliste dit aussi non, il faut leur expliquer qu'ils savent faire certaines choses, mais qu'il ne faut pas attendre tout de leur part non plus, qu'il y a des limites à leur action. Alors, je disais aussi que les journalistes déclaraient vouloir engranger des bénéfices au moment de leur relation avec les acteurs humanitaires internationaux, et donc des bénéfices en termes d'information, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils veulent récolter des informations quand ils participent à des voyages de presse, notamment, mais pas que, bien sûr, à des conférences de presse, on voit ici le listing. En termes financiers également, vous le savez comme moi, les per diem, les transports font partie de l'économie informelle dans laquelle vivent les journalistes et font partie dans tout plus large de l'économie informelle qui caractérise beaucoup d'endroits, et notamment la ville de Goma, où le secteur humanitaire est devenu une source d'opportunités économiques en lui-même. Il y a de l'argent, on le sait, et c'est dans ce cadre-là qu'on peut essayer de développer quelques gains financiers. Et donc, on parle bien sûr aussi des transports, des per diem ou des publics-reportages. Voilà, ici c'est encore une citation de quelqu'un qui dit ouais, mais quand on te donne le coupage, tu sens que tu peux écrire 10 pages. Donc, beaucoup d'acteurs humanitaires internationaux jouent le jeu de ces transports et per diem. Encore une fois, vous le savez sans doute mieux que moi, à quelques exceptions près, dont OCHA et la MONUSCO,
On y reviendra. Et ces acteurs me disent, je leur demandais mais pourquoi finalement, parce que ça complique pas un peu les choses, ces affaires-là, ils disent, mais on sait qu'ils n'ont pas d'argent. Si on ne prévoit pas quelque chose, on n'aura personne à notre réunion. Donc, nous prévoyons. Ce qui est assez logique, j'en conviens. Ils disent aussi, mais à la fin, nous, on n'arrive plus à répondre aux attentes financières des journalistes. Ils veulent plus que 5 $, ou on n'est pas sûr qu'ils vont venir si on a 5 $. Et nous, on ne sait plus quoi faire parce que ce n'est pas budgété non plus tout ça. Et comme ce n'est pas la priorité, on l'a vu, ils ont du mal à répondre aux attentes financières des journalistes. Alors ils se découragent, ces acteurs humanitaires. Ils se disent, bon, on ne va plus faire des conférences de presse qu'on doit prévoir en budget, on va simplement envoyer un communiqué de presse aux journalistes. Ce qui, évidemment, fait quelque chose à la formation et à la relation humanitaire journaliste. C'est pas la même chose d'avoir accès aux personnes, d'avoir simplement un communiqué déjà rédigé. Voilà, je disais aussi que ces bénéfices peuvent être des bénéfices en termes de contact. Des journalistes qui se disent, mais si je travaille avec tel ou tel acteur humanitaire, je vais pouvoir grandir dans ma profession. On a ici le chef de division communication et relations publiques à la Croix-Rouge RDC, Nord Kivu, qui dit, voilà, peut-être qu'un jour j'aimerais être dans les grandes organisations humanitaires, ou bien que mon nom soit un jour gravé sur la liste de ceux qui ont rendu une assistance à la communauté congolaise. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Ces hommes sont toujours dynamiques, on n'est jamais statique. Ça dépend des ambitions, mais il faut toujours chercher à émerger. Et donc, une citation qui dit bien que tous les moyens sont bons pour pouvoir grandir professionnellement. Aux yeux des journalistes, bien entendu, certains journalistes. Alors, cette recherche de bénéfices, comme je vous disais, en soi, elle est tout à fait acceptable. Ce n'est pas un gros mot de vouloir chercher des bénéfices, et elle est tout à fait compréhensible. Les acteurs humanitaires savent bien, ils ne jugent pas, on sait que c'est comme ça. Néanmoins, cette recherche de bénéfices, s'il n'est pas condamnable en elle-même, elle est questionnable, elle pose des questions sur le journalisme et ce que ça fait à l'effectivité de l'action humanitaire. Alors, du côté des humanitaires, je vous disais qu'avec mon guide d'entretien, j'allais poser des questions similaires aux journalistes d'une part et aux acteurs humanitaires d'autre part. Aux acteurs humanitaires, quand je leur demande ce qu'ils veulent faire, je vous l'ai dit, ils disent, nous, ce qu'on veut quand on travaille avec les journalistes, c'est communiquer sur notre action. Ils savent bien que pour de nombreuses personnes, ce qu'ils font est assez flou, effectivement. On les voit dans leur guide, on les voit, mais ce qu'ils font vraiment, c'est pas clair. Ils en ont bien conscience. Ils sont aussi tout à fait conscients des préjugés que de nombreux Congolais nourrissent à leur égard. Et donc, ici, c'est Vicky Précabo, qui était, donc cette recherche date un petit peu, donc il n'est plus, mais qui était assistante principale à l'information publique à Ocha Nord Kivu, qui disait, voilà, on a réalisé que ça fait quelques années, on est là, mais la population locale se demande ce qu'on fait. Ils disent, les Congolais, lui me rapporte ça, vous passez ici dans des jeeps, mais vous faites quoi? Vous passez par là, mais la route, vous ne l'aménagez pas. Vous buvez tous les soirs, mais vous faites quoi? Cette école est en lambeaux, mais vous ne la construisez pas. Les bâtiments ici, il faut aider l'État à réhabiliter les bâtiments publics. Et donc, Vicky Précabo me dit, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on devait utiliser les médias pour lever ces préjugés. Et donc voilà l'objectif des acteurs humanitaires internationaux quand ils travaillent avec les médias locaux. J'ai toujours mon guide d'entretien. Après avoir exploré le contexte, après avoir exploré les objectifs, j'ai essayé d'observer les moyens que se donnent les uns et les autres pour atteindre leurs objectifs. Maintenant, on connaît le contexte. Maintenant qu'on connaît leurs objectifs, on va se demander comment, dans ce contexte, ils vont tenter d'atteindre leurs objectifs. Ils ont donc des contextes professionnels divergents, ils ont des objectifs divergents, ils ont donc des moyens divergents pour atteindre des objectifs divergents. C'est assez logique. Alors, du côté des journalistes, un des moyens que j'ai pu observer, c'est qu'ils ont compris que les acteurs humanitaires, ils ont besoin de travailler avec des groupes de journalistes structurés. Ils ont sans doute compris ce qu'on a observé avant, que ce n'est pas la priorité, la communication, etc. Et que s'il y avait un truc un peu clair, ça les arrange, les acteurs humanitaires internationaux. Donc les journalistes l'ont compris, et c'est comme ça que sont nés de nombreux clubs des journalistes amis d'organisations humanitaires.
avec le club des journalistes amis de la Croix-Rouge de Goma, le club des journalistes amis du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le réseau des journalistes et communicateurs pour la population, etc., etc. Est-ce que beaucoup d'entre vous connaissent l'existence de ces clubs? Vous pouvez lever la main si vous les connaissez. Bon, bah alors je continue, vous compléterez, hein, j'attends vos retours. Ces clubs, ils servent à quoi, d'après ce que j'ai observé? Ce sont des endroits où, une fois qu'ils sont formés, pour un temps défini, ils ne sont pas pérennes, dans ces clubs, les journalistes qui sont membres peuvent bénéficier de formations données par les acteurs humanitaires internationaux, parfois, quand on a vraiment la chance de voyages de presse, et en tout cas, dans l'accès privilégié à l'information, on est reconnu par les acteurs, l'Organisation humanitaire internationale, on est en contact privilégié. Bon, le terme ami, certains journalistes disent, oui, souvent des journalistes qui eux-mêmes ont un contrat, donc ils ont une situation plus confortable que d'autres, disent, oui, bon, ami. Et comment ils font ces journalistes si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans ces organisations humanitaires internationales? Est-ce que cette amitié ne va pas les empêcher de dire que ça ne fonctionne pas? Et donc, selon certains acteurs médiatiques, pas tous, parce que certains trouvent leur compte dans ces structures et disent, ben voilà, en fait, ces histoires d'amis là, ces clubs d'amis, c'est simplement une façon d'inféoder des journalistes, de dire aux journalistes, restez bien dans mon sillage et tout va bien se passer. Et donc, dans ce cadre-là, ami, ce serait un euphémisme, donc ce serait une manière gentille de dire les choses pour justifier une relation win-win, gagnant-gagnant, où le journaliste gagne des formations, etc., et où les acteurs humanitaires gagneraient des journalistes plutôt conciliants avec leur mission. Mais, disent les journalistes critiques de ces clubs, ils disent que déontologiquement, c'est évidemment peu acceptable, que du coup, les journalistes ne sont pas libres. Alors ici, et d'ailleurs je ne l'ai pas faite, je dois dire que cette recherche n'aurait jamais été possible sans Albert Tulinaro, qui est un journaliste de Goma qui maintenant s'y trouve plus, qui m'a aidé dans toutes mes recherches de terrain. Rien n'aurait été possible sans son accompagnement. Qui suis-je, moi, je débarquer comme ça, laisser poser des questions. Donc Albert Tulinaro a éminemment contribué à cette recherche. Et donc lui me disait, lui il a été un des fondateurs du club des journalistes amis de la Croix-Rouge du Nord Kivu. Il disait, bon, c'est vrai, la plupart, ils courent derrière l'argent. Mais les objectifs de ce club sont louables. Dans son discours, c'était de longues discussions, on a beaucoup discuté, mais c'était ni blanc ni noir. Il dit, les objectifs sont louables. Mais c'est vrai, me dit-il, certains journalistes disent, mais comment je vais aller à cette réunion alors que j'ai une famille qui doit manger? Il vaut mieux d'abord chercher quelque chose, et c'est ça le grand problème. C'est pourquoi ils venaient à ces réunions. Ils viennent avec des idées très bonnes, donc constructive d'un point de vue journalistique, mais il y a quand même ces $5 de transport qui restent dans leur tête. On en revient au contexte ici qui, bien sûr, explique cette façon de structurer des choses. Est-ce que vous connaissez le remède? Je continue à expliquer, alors vous compléterez bien entendu. Alors je suis tombée sur le remède en investiguant un petit peu à Goma. Le remède, le réseau des médias pour le développement. C'est encore une autre manière de structurer la relation entre acteurs humanitaires internationaux et journalistes à Goma. Là, c'est vraiment une structure formelle, plus formelle que les clubs des journalistes amis d'eux. Il y a des statuts, il y a des financements, il y a tout ça. On parle ici de 40, à l'époque, tout ça a sans doute changé, n'hésitez pas à compléter ou à amender. À l'époque, il y avait 44 médias et 6 organisations humanitaires qui étaient dans ce remède, ensemble, et les partenaires, les organisations humanitaires étaient également des partenaires financiers, ce qui veut dire que c'est un truc qui fonctionne au point de vue finance. Ce sont des partenaires privilégiés de beaucoup d'acteurs humanitaires. On a là un hub où on peut aller se servir, ça fonctionne bien, il y a des journalistes, voilà. Et dit le remède dit qu'il sert à donner la chance à la population du Nord Kivu d'accéder gratuitement à l'information correcte pour le changement de comportement et de mentalité afin de se développer. Alors là, déjà, et Max, il veut faire une thèse là-dessus, je pense qu'il pourrait. Je lui dis, il y a beaucoup de choses là-dedans, on se demande si c'est du journalisme, du développement, de la communication. Enfin, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est déjà en soi tout à fait intéressant à analyser.
Alors, comment ça se passe concrètement dans le remède? Encore une fois, vous n'hésitez pas à me compléter. Les médias partenaires, donc les 44 médias partenaires qui font partie du remède, ils signent un protocole d'accord avec le remède, donc on est dans quelque chose de très formalisé, et dans le cadre d'un projet développé et financé par l'une des organisations. Donc, c'est l'organisation qui a un projet et c'est les journalistes qui signent en accord avec cette organisation. Pour, par exemple, diffuser des spots réalisés par l'organisation, ils vont mettre un donné de sa disposition, ils vont faire passer des émissions à leur audience locale, ce qui est le but des acteurs humanitaires internationaux, et ils vont percevoir une somme définie pour ces prestations. Alors, pas mal de journalistes que j'ai rencontrés, encore une fois, dans une enquête limitée, etc., tous les amendements sont les bienvenus, disaient que le remède, c'était pas vraiment des journalistes. On parle de médias, mais est-ce que c'est du journalisme? Ils disaient, c'est plutôt une agence de communication, c'est pas vraiment un réseau de médias. Ouais, c'était assez critique. Ils disent, oui, mais l'information qui passe grâce au remède, donc une fois qu'il y a eu d'accord, parce que c'est pas plutôt de la communication. Parce que ça vient des acteurs humanitaires internationaux, que souvent, ce n'est pas les journalistes qui l'ont produite, c'est l'information qui est une communication. Et quand bien, ou alors s'ils l'ont produite, souvent c'est sur demande d'une organisation humanitaire internationale. Se pose ici la sacro-sainte question de la différence entre information et communication. Par ailleurs, certains journalistes disent aussi, bon, comment je fais pour encourager les bénéfices financiers que j'avais avant, les bien les fonds forts, si tout ça est structuré, ça court-circuite en fait la façon dont je pouvais vraiment sortir d'un point de vue financier, c'est d'affaire de remède, si on n'est pas dedans, mais c'est foutu. Alors comme je vous le disais, il y a plusieurs manières de travailler. Donc là, je sors du remède et je reviens à une perspective plus large dans la relation entre acteurs humanitaires et journalistes. Comment les acteurs humanitaires essaient d'atteindre leur objectif, vous vous en rappelez bien sûr, leur objectif étant de faire connaître leur action. Comment ils vont essayer d'atteindre cet objectif en travaillant avec les journalistes? Eh bien notamment en achetant des espaces de diffusion dans les médias. Souvent à travers les radios, vous savez aussi, souvent même les radios communautaires, qui sont des grands privilégiés de ces acteurs, et ils donnent des prêts à diffuser, donc des contenus qu'on envoie directement sur les ondes. Parfois, comme je vous le disais, ce sont les médias eux-mêmes qui produisent, dans le cadre de ces collaborations, je ne suis pas en train de dire que les médias ne produisent rien eux-mêmes. Hein. Dans le cadre de ces collaborations, parfois ce sont les médias eux-mêmes qui produisent du contenu pour le compte d'organisations humanitaires et qui ont des rétributions financières ou en matériel en échange. Ce qu'ils font aussi pour atteindre leur objectif qui est de faire connaître l'action humanitaire, ce qu'ils font aussi ces acteurs humanitaires, c'est aller chercher des journalistes eux-mêmes. Ils vont les choisir de manière ciblée. Donc plutôt que de faire, ils le font aussi bien sûr, mais à côté des conférences de presse et des communiqués envoyés à Cuba, ils vont aussi contacter directement certains journalistes. Et c'est eux qui vont initier la relation, c'est eux qui vont engranger la relation, c'est plus souvent les humanitaires qui vont entrer en contact que les journalistes. Pourquoi? J'ai essayé d'interroger les uns et les autres. Les journalistes me disent les humanitaires, ils nous fatiguent. On n'arrive pas à les contacter. Et je dois bien avouer qu'en tant que chercheuse, c'était compliqué aussi. C'était beaucoup plus facile d'avoir accès aux journalistes qu'aux acteurs humanitaires où il fallait envoyer des mails, avoir une autorisation, revenir les mains. C'est vrai que j'avoue que c'était un peu compliqué. Ils disent aussi, certains journalistes, mais là, ils ne sont pas tous d'accord, qu'il manque de ressources. Est-ce que c'est un prétexte ou pas? Ça dit, on n'a pas toujours les sous pour téléphoner, etc. Je soumets ceci à votre avis à tous. Et donc, les acteurs humanitaires, pour pouvoir eux-mêmes aller vers les journalistes qu'ils trouvent pertinents dans le cadre de l'atteinte de leur objectif, ils vont faire un monitoring des médias de la province. Donc, ils vont faire un mapping pour voir lesquels sont les plus intéressants par rapport à leur visée sociale. Ils vont avoir des listes de contacts aussi à Goma. Ils vont faire des sondages dans les zones où elles opèrent, ces organisations, pour savoir quels sont les journalistes ou les médias les plus intéressants. Et vous le savez sans doute aussi, beaucoup de chargés de communication de ces organisations sont des anciens journalistes. Et donc ils ont tout un réseau derrière eux, ils savent à qui il est intéressant de s'adresser ou pas. J'avance bien. Alors,
On se rappelle que les acteurs humanitaires, dans leur objectif déclaré, c'est faire connaître l'action humanitaire. Un autre moyen déployé par ces organisations, c'est les fameux ateliers de formation. Je suppose que là, vous voyez bien de quoi je parle, quand les organisations organisent des ateliers pour former, dans ce cas-ci, des journalistes. Le but déclaré de ces ateliers de formation, c'est fournir des clés de compréhension aux personnes qui porteront leur message. On parle ici des journalistes. Donc, ils veulent faire des ateliers pour que le sujet soit bien maîtrisé, si vous voulez. Parce qu'ils se disent, si jamais le message que nous portons, Organisation internationale humanitaire, est mal compris par des journalistes, il risque d'être tronqué, il risque d'être mal diffusé. S'il est mal diffusé, il y aura beaucoup de malentendus. Une fois qu'une information est diffusée et qu'elle est mal diffusée, ça peut créer beaucoup de problèmes, et notamment, ça peut mettre en péril l'action humanitaire que nous portons. Par exemple, si nous voulons lancer une campagne de vaccination et que les médias disent qu'on n'est pas sûr que le vaccin est tout à fait bon et que, évidemment, ça va poser des problèmes après. Et ça peut aussi mettre en péril leur personnel, parce que si jamais après on se dit qu'ils sont là pour mettre Ebola à la place du vaccin, ça va être compliqué pour les acteurs humanitaires sur le terrain également. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ateliers rappellent également les bases du journalisme. Et là, j'en regardais Marc aussi, parce que pour les chercheurs, c'est aussi très intéressant de voir que des organisations humanitaires internationales, qu'elles parlent de leur objet social, on en trouve bien. Mais avant qu'elles se mêlent de donner les bases du journalisme, ça questionne quand même un petit peu, finalement, leur rapport à l'information des deux côtés de la ligne. Voilà, et donc, comment c'est exprimé ici, on a Albert Soumaïli, de l'Étoile du Kivu, qui dit bon voilà, on nous rafraîchit la mémoire sur les différents formats journalistiques, ils nous disent voilà, les journalistes se comportent comme ça, ils ne doivent pas faire ça. Donc pour moi, c'est un peu étonnant, bon, c'est sa manière de raconter aussi. Hein, mais... Et puis ils exposent les activités des organisations humanitaires, et après, ils nous ont parlé de notre métier, ils nous parlent maintenant de leurs activités. Donc on voit qu'il y a comme ça un mélange assez étonnant quand on regarde de loin entre activités humanitaires internationales et journalisme. Et puis il y a bien sûr ce bénéfice financier qui peut être engrangé par les journalistes lors de ces formations. Les conférences de presse sont un autre moyen pour les acteurs humanitaires internationaux d'entrer en relation avec les journalistes pour faire connaître leur action. Et donc ça, vous savez, hein, j'écris ces choses pour des publics qui ont moins l'habitude du contexte ici. Il y a une liste, les journalistes sont invités, s'ils viennent, ils sont sur la liste, ils auront leur transport de $5, sauf, en tout cas lors des cafés de presse d'Ocha, qui n'existent plus je pense, et lors des conférences de presse de l'ONU où il n'y a pas de rémunération. Et c'est intéressant aussi, en tout cas d'un point de vue de recherche, comment ça se fait qu'il y a des modèles qui fonctionnent sans argent et comment ça se fait que d'autres ne fonctionnent qu'avec argent. La réponse est assez claire, si je pense à les informations détenues par ces organisations qui sont en bénéfice en eux-mêmes. Alors, la dernière chose que je voulais savoir quand j'étais avec mon guide d'entretien et que j'allais poser mes questions aux humanitaires et aux journalistes, c'était et alors, comment ça se passe? Ça se passe bien entre vous ou quelles sont les retombées positives et négatives? Dites-moi un peu ce que vous pensez de votre relation acteurs humanitaires, internationaux et journalistes. Alors les journalistes, ils disent, par rapport au café de presse d'Ocha, vous connaissez les cafés de presse d'Ocha? Pour les journalistes, c'est les étudiants qui d'autres. Pardon? Pour les journalistes, peut-être. Pas pour les étudiants, je ne me rends pas toujours compte de... Alors, les cafés de presse d'Ocha, je vais le dire comme ça, mais vous me pouvez dire encore une fois, ce sont des endroits où la coordination humanitaire se rassemble et invite des journalistes pour partager des informations autour de thématiques précises. Donc c'est vraiment un endroit de partage d'informations. C'était toutes les semaines, je pense, où voilà, welcome, bienvenue, on va discuter du jour entre nos journalistes et humanitaires. Il y a des acteurs humanitaires de différentes organisations qui sont présents et qui partagent et qui discutent avec les journalistes. Et donc ces cafés de presse d'Ocha, pour les journalistes, ils disaient, mais eux au moins ils pensent à nous. Voilà des initiatives intéressantes où on peut discuter de sujets avec les acteurs humanitaires de façon plus ou moins normale. Et donc on a l'impression d'être considérés comme des partenaires valables. Et ça c'est déjà très très important évidemment. Ils disent aussi que ces cafés de presse
puisqu'on se parle, ça permet de déconstruire les préjugés, les fameux préjugés dont on parlait avant. Quand on se parle, on comprend mieux. C'est la base de la communication, mais c'est parfois très difficile à mettre en œuvre, que ça soit entre individus ou entre groupes. Et ils disent aussi, mais voilà, grâce à ces cafés de presse, on a accès à des informations, ça fluidifie les choses, on comprend comment l'information circule entre les acteurs humanitaires, entre les journalistes, etc. On apprend à se connaître en somme. Ça, c'était par rapport au café de presse d'Ocha. Les journalistes disent par rapport, par exemple, au CICR et à MSF, donc le Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières, ils disent, bon, avec eux, ça va. Parfois, ils prennent en compte nos frais de transport et une certaine logistique. Et donc, ils nous permettent d'accéder à des informations sécuritaires qui sont très importantes pour la population. Donc, ce sont les avantages que voient les journalistes en travaillant avec OCHA ou avec le CICR et MSF. Ils disent aussi que les acteurs humanitaires ont des points focaux, donc des sources, dans certaines zones difficiles d'accès pour les journalistes de Goma, et que ce personnel qui est donc dans les zones de conflit, c'est autant de sources relais qui sont très utiles pour les journalistes qui sont basés à Goma, qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons économiques, sécuritaires, etc. Mais ça nous permet, ces points focaux mis en place par les acteurs humanitaires, ça nous permet d'avoir des informations relatives à la sécurité qu'on n'aurait pas pu avoir par ailleurs. Donc c'est aussi un grand bénéfice quand on travaille avec ces acteurs humanitaires. Et puis ces ateliers de formation, ils disent, finalement, oui, si on apprend des choses, ça renforce quand même nos compétences, et en plus c'est aussi un lieu de récolte d'informations, parce qu'on l'a dit, c'est un lieu où les organisations internationales communiquent sur leur action. Alors, les humanitaires, quand je leur demande comment ça se passe avec les journalistes, qu'est-ce qu'ils voient comme un point positif, eux ils disent, c'est vrai, quand on travaille avec eux, on voit que il y a un peu moins de distance avec les populations, on se regarde un peu moins en chien de faïence, ça va mieux. Ils disent, voilà, avant, il y avait des barricades sur la route, il y avait des pierres, ils expliquent qu'il y a donc souvent des barricades et des pierres sur la route, mais maintenant, souvent, quand on voit les véhicules de la Croix-Rouge passer, les gens qui sont informés, ils se disent, ah, la Croix-Rouge est là, il faut les laisser passer, et ils enlèvent les pierres. Donc, petit pas, néanmoins utile pour tous ceux qui veulent développer une action humanitaire. Alors, par contre, les acteurs humanitaires ont plus de choses à dire par rapport au côté négatif de la relation qu'ils ont avec les journalistes. Ils disent « c'est difficile de travailler avec les radios communautaires parce que, disent-ils, on envoie une information, elle est souvent mal communiquée, on doit toujours taper derrière, c'est dangereux, voilà, c'est compliqué de travailler avec les radios communautaires, disent-ils. » Et donc, ça alimente la réticence des acteurs humanitaires. Ils ont de moins en moins envie de partager une information qui est déjà, à la vie, difficile d'accès. C'est un cercle vicieux. Pourquoi est-ce qu'on n'en donnerait plus des infos, vu que dans certains cas, ça fait plus de mal que de bien. Ils disent aussi, en fait, encore une fois, notre boulot, nous, c'est pas de donner des informations. Ça, c'est le boulot des journalistes, d'aller chercher l'information. Ils disent, mais ils sont passifs, c'est à eux de venir vers nous. Et donc voilà, ici c'est de nouveau Vicky Precabo d'Ocha qui dit il y a beaucoup d'organes qui n'agissent pas en professionnel. Un journaliste, normalement, c'est pas quelqu'un qui reste et qui a l'information. Un journaliste, c'est quelqu'un qui cherche l'information. Mais les portiers, ils sont là, ils attendent. Pour aller quelque part, on doit leur donner leur transport et très peu d'entre eux cherchent les scoops. D'autres disaient aussi, d'autres acteurs humanitaires disaient mais même quand on est là pour répondre à leurs questions, ils nous posent des questions qui sont déjà dans le communiqué de presse, sur le budget, le territoire, etc. On a envie qu'ils nous posent d'autres questions en fait. Alors les journalistes, eux, ils disent, ce qu'on a déjà dit, par rapport à la relation et à ce qui ne fonctionne pas bien dans la relation des humanitaires, ils disent impossible d'avoir accès à un acteur humanitaire, ça nous prend 6 semaines au bas mot, on n'en peut plus, donc voilà. Ici, quelqu'un de Voice of America qui dit quand vous appelez quelqu'un du CICR qui est ici à Goma, il va dire qu'il faut appeler Kinshasa. À Kinshasa, il dit qu'il faut appeler quelqu'un de Genève. Est-ce que moi, j'ai le numéro de quelqu'un des médias qui est à Genève? Alors vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, effectivement, c'est fatigant d'avoir une information, je le vois bien.
Voilà, vous allez lui demander à celui-là il est servi, il va vous envoyer chez l'autre, et puis ça devient une longue histoire, et donc l'info est déjà partie. Les journalistes donc se plaignent aussi de... Là, c'est pas selon les journalistes, c'est selon les humanitaires, une erreur de ma part. Les humanitaires disent à leur défense, mais encore une fois, nous, notre boulot, c'est l'action humanitaire, c'est pas de donner des informations. Donc, vous, à moi, ils vous nous posez des questions, voilà, mais c'est pas notre boulot, c'est pas notre core business. Donc, un interlocuteur qui dit notre première tâche, c'est pas de donner de l'information. Nous, notre mission première, c'est alléger les souffrances de la population. Et les journalistes, c'est à eux d'aller chercher l'information. On est là, mais ne demandez pas qu'on donne l'information. Vicky Precabo d'Ocha dit voilà, nous on a juste conclu un accord d'échange d'informations, notamment à travers les cafés d'appel. Donc, ok, il y a un deal. Mais pour nous, on se dit que quand on leur donne une information ou un scoop, c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas non plus attendre toujours plus. Alors là, ce sont les journalistes qui déplorent certains côtés de la relation, mais notamment ce manque d'indépendance qui serait le résultat de cette relation asymétrique entre acteurs humanitaires internationaux et journalistes congolais. Ils disent, ben, en fait, c'est compliqué. Parce que si jamais il y a un truc qui ne fonctionne pas là, dans cette organisation humanitaire internationale, et que moi, journaliste, je le dis, ben, ils ne vont plus m'aimer là-bas. Je ne serai plus leur contact privilégié. Je vais sortir de la liste. Donc, les bénéfices que j'avais, ils vont partir. Donc, certains journalistes disent ah, je préfère pas le dire, ou je m'auto-censure. Je préfère pas dire ce qui ne va pas. Comme ça, je peux continuer à travailler avec eux. Et ça, les journalistes le déplorent. Thomas Koubouya de Virunga Business Radio, lui, il dit aussi, ben voilà, on a besoin d'argent pour faire fonctionner les médias, pour d'autres choses, et donc, voilà, il me donne $20, $10, comment moi qui les reçois, je vais agir? Est-ce que je vais me permettre de dire des choses négatives, avérées sur une ONG qui m'a donné ces $20? En toute indépendance, je ne le pense pas. C'est cette motivation qui biaise un peu le travail. Donc il y a tous ces bénéfices, qu'ils soient en termes de contact ou d'argent, qui biaisent la relation selon les journalistes, et c'est quelque chose qui déplore les journalistes. J'arrive à la conclusion. Et là, c'est un peu plus quelque chose qui va intéresser les chercheurs ou les futurs chercheurs qui sont en vous. J'essaie de conclure en prenant un peu de hauteur par rapport à ces constats, qui sont finalement assez descriptifs. Jean-Baptiste Legavre recourt à l'oxymore d'associés rivaux. Donc, un chercheur a montré que les journalistes et communicants, donc on va dénommer ceux congolais les communicants des organisations humanitaires internationales, sont des associés rivaux. C'est ce qu'on appelle une oxymore, ça veut dire deux mots qui ne vont pas ensemble, comme des aimants qui se rejettent. Ils sont associés, ces journalistes et ces communicants, parce qu'ils ont des intérêts communs autour de l'information. Les uns veulent que l'information passe dans les médias, les autres veulent avoir l'information pour pouvoir faire leur travail. Mais ils sont rivaux, parce qu'au fond, la bonne information n'est pas la même pour les uns et les autres. Typiquement, une organisation qui communique va vouloir que l'information, la communication véhiculée, on peut en débattre, soit positive, là où le journaliste va vouloir la vérité. Donc, ils n'ont pas la même perception de la bonne information. Et donc, Jean-Baptiste Legavre, il dit, ben voilà, c'est derrière ces malentendus, en tout cas ce non-partage de définition, que se cache la source des problèmes dans leurs relations. Et je prends ceci, assez général, pour le mettre dans le contexte de la relation entre acteurs humanitaires internationaux à Goma et journalistes locaux. Et donc, je ne vais pas m'étendre sur l'aspect recherche, hein, et Max, si tu veux, on pourra continuer, mais je ne pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais donc, mon point avec cette amorce de description de choses, c'est de dire qu'au fond, il est intéressant de regarder cette relation entre acteurs humanitaires internationaux et journalistes locaux comme quelque chose d'important. Parce qu'en fait, le rapport entre information et action humanitaire, donc cette façon dont l'information circule ou ne circule pas, ça fait quelque chose à l'action humanitaire. Donc l'enjeu, c'est de regarder, de voir que le rapport qui relie l'information
Et l'action humanitaire est plus que simplement instrumentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas juste de la com. C'est pas juste est-ce que le journaliste communique bien, est-ce que je ne sais pas. Non, il y a tout un enjeu là derrière qui fait quelque chose à l'action humanitaire et qui fait quelque chose au journalisme. Surtout dans un contexte où l'information est un moyen de sauver des vies et de protéger les habitants ainsi que tous leurs biens matériels.